Bienvenue à tous sur le podcast de Booking Check, la mafia des réservations. Vous avez normalement l'habitude de découvrir avec moi des personnalités de l'événementiel, mais aujourd'hui c'est un format un petit peu particulier. Je vais vous diffuser dans quelques secondes un épisode du podcast Esprit Hospitality créé par Mathilde. Mathilde est une étudiante de l'Institut Paul Bocuse en management hôtellerie-restauration. Et dans son podcast Esprit Hospitality, elle interviewe différentes personnalités du secteur, des hôteliers, des restaurateurs, mais aussi des professions connexes qui soutiennent, selon elle, les fondements de l'hospitality. Mathilde m'a invitée à passer de l'autre côté du micro et je vous propose de découvrir une partie de mon histoire et d'apprendre à nous connaître un petit peu mieux. Étudiante oblige, Mathilde m'a questionnée sur mon parcours éducatif, mais nous avons aussi beaucoup parlé de la création de Booking Check, de l'entrepreneuriat, de notre secteur d'activité, etc. C'était aussi l'occasion, par ce partage, de vous faire découvrir un autre podcast dédié à nos métiers de l'hôtellerie-restauration événementielle. Merci et bravo Mathilde, j'ai été impressionnée par ta démarche, ta pêche, ta curiosité, et je pense que ce n'est que le début. Si cet épisode suscite des questionnements ou si vous avez des retours à me faire, vous pouvez me contacter par email à clémence@bookingcheck.com. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Hospitality, le podcast qui décrypte avec vous les visions de différents acteurs qui font bouger notre secteur de l'hôtellerie-restauration. Avec pour vocation l'inspiration, je vous invite à me suivre, moi, votre hôte Mathilde, à travers mes échanges spontanés avec différentes personnalités. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Clémence Ferraud. On revient sur sa jeunesse auprès d'un papa MOF, ses débuts dans la restauration et ses apprentissages lors de ses premières expériences parisiennes. On explore aussi le métier de commercial dans l'événementiel, ainsi que l'identification précise d'un besoin dans ce secteur, ce qui l'a amené à créer Booking Check, sa start-up dont elle est aujourd'hui la cofondatrice. Mais on évoque aussi des sujets comme l'entrepreneuriat, la production d'expériences augmentées pour un client, ou encore l'équilibre entre inspiration nouvelle et traditionnelle. Vous l'aurez compris, son parcours est palpitant, et tous les tips qu'elle nous partage tout au long de l'épisode ont d'autant plus de sens. Je vous laisse sans plus attendre avec ce concentré de bonne humeur et d'inspiration pour votre vie professionnelle comme personnelle. Bonjour Clémence. Bonjour Mathilde. Bienvenue sur Esprit Hospitality pour ce nouvel épisode. Merci suis beaucoup. ravie de t'accueillir. Tu as un parcours qui est très intéressant puisque, de ce que je sais, tu es passé par de nombreuses belles maisons, donc que ce soit Intercontinental, Four Seasons, la Dorchester, le Plaza Athénée, chez Fauchon aussi. Pouvoir maintenant avoir monté ton entreprise, donc Booking Check, qui est un logiciel en ligne pour gérer l'activité événementielle de tous ces partenaires que tu as pu côtoyer durant ta vie. Si Tout à fait, c'est ça. Alors, j'aimerais bien que tu reviennes déjà sur ton parcours et puis si on pouvait commencer déjà par ton histoire familiale, parce que je sais que tu es très empreinte de déjà l'hôtellerie-restauration au niveau de ta famille. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Bien sûr. Moi, je suis née il y a 30 ans, presque 31 ans. Pour être très terre à terre, quand je suis née, mon père a eu l'autorisation de quitter son service plus tôt pour venir assister à l'accouchement. Donc mon père était maître d'hôtel quand je suis née. Donc je suis née tout de suite dans le bain de la restauration. Je dirais même plus précisément de la gastronomie, parce que mon père a toujours travaillé dans des établissements assez prestigieux, plutôt des gastros, des étoilés, voilà. Donc, déjà petite, tu côtoyais ce monde-là. C'est ça. Tu en entendais beaucoup parler. C'est ça. Je le côtoyais, alors plutôt à travers le quotidien à la maison, dans le sens où mon père était sur la partie service, mais adorait cuisiner. Donc en fait, il cuisinait énormément à la maison. Donc moi, j'étais toujours dans ses pattes. Il m'emmenait toutes les semaines faire le marché. Donc il m'a appris très jeune à comprendre les producteurs, manger local, manger de saison, sourcer ses produits, lire les étiquettes. Donc j'ai une belle expérience quand tu étais petite. Oui, quand j'étais petite, j'ai vraiment été coachée.
Est-ce que Euh, tu jouais quand tu étais petite, justement, à faire le service, à cuisiner, etc. alors cuisiner, oui, définitivement oui. Je jouais plus à la marchande qu'à faire le service. Donc je pense que le marché m'a plus impacté quand j'étais toute petite que le côté art de la Déjà, la table. fibre commerciale. C'est ça. Et par contre, j'adorais tout ce qui était décorer de la table. Je sais que souvent les enfants qui ont des parents qui sont sensibles à tout ça vont faire des petits menus quand il y a des occasions, des marque-places, vont vouloir mettre une belle assiette, essayer de faire un pliage. Ben voilà, ça c'était mon truc. Oh, voilà, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le cas. C'est toujours moi qui me colle au menu de Noël. Donc, voilà. Donc ça c'était un peu le quotidien. Malgré tout, moi, j'avais une personnalité depuis très jeune, très, on va dire, artistique. Alors, j'adorais tout ce qui était travaux manuels, je dessinais tout le temps, j'adorais la calligraphie. Enfin, j'étais vraiment tout le temps en train de gribouiller ou de fabriquer quelque chose. Donc, je me destinais pas forcément à suivre les traces de mon père. Alors, il y a que mon père qui est dans le milieu, hein. Tout le reste de ma famille D'accord. adore manger, mais personne n'en a fait son métier. À un certain moment de sa carrière, il a décidé de changer de vie pour pouvoir se consacrer plus à sa famille et est devenu professeur et après proviseur de lycée hôtelier. Donc il a ce côté transmission, je pense que C'est vraiment quelque chose qui le porte et tu as pu en profiter quand tu étais petite. c'est ça. Donc en fait, la boucle était bouclée. Et d'ailleurs, on est 3 enfants et les 3 avons eu un parcours. On est tous passés par un lycée hôtelier à un moment donné. L'influence du papa, alors. Est-ce que ça a été un choix ou bien c'était vraiment pour suivre le parcours de votre père? Pour moi, en tout cas, c'était un choix de ma part. C'était un choix dans le sens où mon père m'a plutôt poussée à ne pas aller en lycée hôtelier ou en tout cas à y aller le plus tard possible quand je serais sûre de moi. Donc c'est pas du tout quelqu'un qui voulait absolument qu'on reprenne un espèce de flambeau de la gastronomie, qu'on fasse comme lui. Il n'y avait pas du tout ce côté-là. Mais moi, j'ai été extrêmement déstabilisée pendant mon bac ES parce que je me suis retrouvée dans une classe très élitiste. Ayant été dans cette ambiance très dure pendant 2 ans, je pensais aussi que je n'étais pas capable de faire autre chose que de l'hôtellerie-restauration dans lequel j'avais toujours baigné, où j'avais un certain confort. Oui, où tu savais que tu pouvais réussir parce que tu connaissais bien Ouais, j'allais m'en le métier. sortir. J'allais peut-être pas briller, mais j'allais m'en sortir. En gros, j'y suis allée parce que ça m'attirait, mais aussi parce que c'était un choix facile. Cependant, je me suis éclatée. Oui, c'est ce que j'allais dire. Cependant, c'est quand même de super études. Il faut pas les dénigrer. Et surtout après 2 ans aussi durs, parce que alors, je sais que c'est très surprenant, mais moi j'ai vraiment eu une première et une terminale excessivement difficile. Mentalement, c'était très compliqué parce qu'on nous rabaissait, on nous lynchait sur les notes. Voilà, mais moi, qui ai pas confiance en moi, qui suis très empathique, très émotionnelle, etc. En plus, à C'était cet trop. âge, oui, à cet âge où on se pose beaucoup de questions, on n'est pas forcément encore sûr de ce qu'on est, on n'assume pas forcément toutes les facettes de sa personnalité, on les comprend pas toutes. Oui, c'était beaucoup trop pour moi à encaisser. Donc, je suis Mm. partie faire mon BTS hôtellerie-restauration avec une année de mise à niveau. Donc, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, en gros, quand on a fait un bac général et qu'ensuite on fait un BTS hôtellerie-restauration, pendant une année, on va se remettre à niveau sur toutes les connaissances pratiques. Donc, beaucoup de cuisine, de salle, de pâtisserie, de sommellerie aussi, pour qu'on puisse ensuite être mélangé avec ceux qui ont fait un bac hôtellerie-restauration. Tu étais dans quelle ville à ce moment-là? Donc j'étais au lycée hôtelier de Thonon-les-Bains. J'ai rencontré plein de gens super, je me suis éclatée, je sortais énormément, je faisais partie vraiment des têtes de file de la fiesta. Un peu d'un autre côté, je trouvais que aller en cours de pâtisserie ou en service dans les restaurants d'application, c'était quand même relativement cool. Avec Thonon, elle a la chance aussi de pas mal sortir du lycée. Donc on fait notamment on fait le service pendant les hospices de Beaune, ce qui est assez incroyable. C'est vrai, ça te donne une bonne idée de
que peut être un service un petit peu inédit Ouais, et autre que ce ouais. qu'on peut trouver dans les restaurants finalement. Complètement. On fait des super stages parce qu'en fait, on a la chance de pas avoir à chercher de stage. Les établissements, indiquent au lycée hôtelier qu'ils cherchent un stagiaire sur telle position et ensuite, on fait des vœux. Tu es passée par quelle maison à ces moments-là? Alors moi, avant de partir en hôtellerie-restauration, j'ai fait mon été de première et de terminale, dans un restaurant d'altitude, donc j'étais en Haute-Savoie. Donc j'allais passer l'été en restaurant d'altitude et je faisais un petit peu de tout. Donc je Mmh. connaissais un peu le côté, terrain, et avant de commencer mon lycée, mon lycée hôtelier, j'avais fait une saison aussi en tant que serveuse, sur un restaurant, au bord du lac Léman. Donc j'avais déjà un peu tâté le terrain, c'était pas pour moi une découverte. Donc je m'étais dit: «Bah, je vais partir à l'étranger». Ah oui, parce qu'alors aussi pendant mon enfance, moi j'ai énormément déménagé. Donc en gros, j'ai une moyenne de déménager tous les 4 ans entre Ah d'accord. mes 0 et mes 20 ans, quoi. Donc j'ai beaucoup bougé, donc j'avais un peu l'appel aussi du large très régulièrement. Voilà, je me suis dit: «Bah, on va en profiter pour partir». J'avais fait allemand LV2. Alors ça, pour le coup, c'était pas un choix. C'était une obligation. Ça m'avait été un peu imposé comme le latin et du coup, je me suis dit, «Eh ben, je vais partir en Allemagne parce que j'en ai ras-le-bol de galérer avec l'allemand». J'ai envie de le maîtriser. Ouais, j'ai envie de passer à autre chose, quoi. Ça commence à me gonfler l'allemand. Donc je suis partie en Allemagne, dans le sud de l'Allemagne, au bord du lac de Constance. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y, c'est magnifique. C'est vraiment, un des plus beaux endroits que j'ai vus et j'étais dans un très bel hôtel, qui est un ancien monastère. L'Allemagne, bah, les gens sont très respectueux des stagiaires, des droits du travail, donc c'était super, pareil. Tu étais partie restauration ou hébergement? Alors nous, notre premier stage, à Thonon, en tout cas à l'époque, ça devait être un stage tournant. J'ai fait d'abord femme de chambre et un petit peu gouvernante et ensuite j'ai fait salle et cuisine. En salle, bah, c'était super parce que j'ai appris l'allemand. Finalement, c'est des stages qui sont assez édifiants puisque tu peux voir toute la palette des métiers de l'hôtellerie-restauration. Donc, ça te permet aussi déjà de prendre en compte qu'est-ce qui se fait dans ces métiers-là et de voir là où tu te sens le plus à l'aise, où est-ce que tu pourrais faire ton stage prochain, etc. Exactement. Donc premier stage, deuxième stage, je veux aller voir ce que c'est que la grande gastronomie que j'avais jamais connue en tant qu'employée. Exceptionnellement cette année-là, il y avait eu une position qui s'ouvrait en Suisse, à Genève. Très bien aussi pour la place hôtelière. Voilà, donc je m'étais retrouvée, dans un restaurant, enfin, c'était un petit complexe qui était, dans le parc des Eaux Vives, donc c'est à l'entrée de Genève. Il y a un très joli parc. Dans cette parc, il y a une maison un peu, comme une maison, une vieille maison bourgeoise et dans cette maison, il y avait 2 restaurants et quelques chambres, je dirais une dizaine de chambres et de mémoire, à l'époque, ça appartenait à la marque Suisse Hôtel, et donc il y avait une brasserie, haut de gamme et un restaurant des étoiles Michelin. Donc moi, j'ai commencé en cuisine en brasserie et ensuite je suis allée en pâtisserie. Alors la pâtisserie était commune à tout l'établissement et ensuite j'ai terminé par la salle. D'accord, donc tu as absolument tout vu. Sur l'ensemble de ton PTS, tu es passé par tous les métiers. Sur la gastronomie, on va dire que oui. En hôtellerie, tout ce qui est hébergement, tout ce qui est front desk et tout, je maîtrisais pas du tout. Mais par contre, en restauration, j'étais beaucoup plus à l'aise. Pour moi, ça a été un gros tournant, ce stage, que j'ai très mal vécu. Pas la fin, on va dire la pâtisserie, la salle, ça m'ont fait du bien, mais ça a très mal commencé. La partie en cuisine en brasserie, je me suis retrouvée avec une équipe, de garçons qui étaient, très irrespectueux des femmes. J'étais la seule fille. J'étais très jeune, je pense que j'avais pas du tout les armes pour me défendre et ça a été un peu un bain de sang. En plus, moi je me suis jamais dit que les mecs étaient fous. Je me suis, évidemment dans ce cas-là, je pense que toute victime se dit que
c'est de sa faute. Que c'était de sa faute. Donc je me suis tout de suite dit ok, bah la cuisine, c'est pas possible, j'ai pas les épaules. Est-ce qu'au cours de toutes ces expériences, tu avais toujours le soutien finalement de ton papa qui était derrière et qui t'aidait à continuer et à vraiment te donner l'amour pour ces métiers, ou c'est vraiment toi toute seule qui t'es dit ça me plaît toujours, je continue? Moi, j'ai pas confiance en moi, mais je pense que je suis très tenace. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis tenace. Et oui, évidemment. Alors moi, mon père me disait plutôt, Clémence, ce sont des métiers qui sont durs et il faut que tu t'endurcisses si c'est ce que tu veux faire. Et il avait raison. Hein, Il avait raison, c'est ce la que j'allais dire. gastronomie, aller travailler, vouloir devenir chef dans un restaurant étoilé, si on n'a pas un mental en acier, surtout quand on est une femme, je pense que c'est impossible. Ou alors, coup de bol, faut être mentoré par un chef qui va un peu vous prendre sous son aile et qui va vous faire gravir les échelons sans que vous en preniez plein la tronche. Et il y en a, et heureusement, mais il y en a quand même pas beaucoup. On va pas se mentir. On entend plutôt des histoires salaces que des histoires incroyables. Donc ça t'avait un petit peu dégoûté de la chose. Complète. Mais étant tenace et optimiste, je suis assez légère dans ma façon d'être. Hein. Je suis pas quelqu'un qui va broyer du noir. Je vais de l'avant, je rebondis, je me dis bon bah tu t'es planté, c'est pas grave. Et j'ai été un peu sauvée aussi, ce qui a fait que je me suis pas écroulée, je pense, et que je suis pas tombée en dépression, c'est que le chef pâtissier de l'établissement, qui était un des plus grands chefs pâtissiers que j'ai connus, qui voyait que bon, ça se passait mal, hein, a dit, mes chefs dans la brasserie disaient que j'étais une allumeuse et que je foutais le bazar entre tous les cuisiniers, ce qui était complètement faux, mais pour se justifier auprès de la direction, c'est comme ça qu'il le remontait. Et donc le chef pâtissier m'a dit, bah donnez-moi la gamine, moi je vais la remettre dans les rangs. Il faut savoir qu'en plus, les chefs pâtissiers sont très droits, très carrés. Oui, donc tout le monde lui faisait confiance sur ce truc-là. Le chef étoilé, le grand chef du lieu, qui me connaissait pas trop, qui était lui pas dans les cuisines de la brasserie, qui était dans les cuisines du gastro, savait pas trop ce qui se passait exactement. Lui a dit bah ok, si toi tu veux la prendre, prends-la et puis on passe à autre chose. Et en fait, il s'est avéré qu'en une semaine, il a compris qu'en fait j'étais harcelée et qu'il a interdit tous les cuisiniers hors pâtisserie de m'approcher. Donc du coup, moi après, c'était super. Ah bah c'est ça, tu as pu faire une fin de stage sans que toutes les personnes C'est ça. néfastes t'approchent. C'est ça. Alors, donc bref, chef pâtissier incroyable, j'ai appris énormément de choses. Il avait deux mecs avec lui qui étaient super sympas. Du coup, j'allais plus à la brasserie. De toute façon, ils avaient plus le droit de me parler, enfin les oiseaux en question. Je faisais les services au gastro, ce qui était assez sympa. Et ensuite, j'ai terminé mon stage par service en salle au niveau du gastro. C'était très sympa aussi. Le directeur du restaurant était vachement dans prendre le temps de nous faire goûter les produits, de nous expliquer le pourquoi, du comment, de comment c'est fait, etc. Donc très sympa. Donc là, tu apprends beaucoup, j'imagine, sur le service en salle, les arts de la table, et tu te sens passionnée par la chose? Curieuse, passionnée, je ne sais pas si c'est le mot, mais pareil, étant d'un naturel curieux, je m'amusais bien. Voilà. D'accord. À l'époque, je me posais pas trop de questions. Je me disais pas, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je veux absolument faire ça? Je me disais, ok, j'aime bien la salle, j'aime bien le contact client, j'adore. Bon, moi, j'ai toujours été hyper gourmande et tout, donc apprendre des trucs sur les produits et tout, c'est cool. En BTS, dernière année, on choisit si on veut plutôt faire tout ce qui est un peu plus stratégique, si je puis dire ça comme ça, donc du marketing, de la compta, etc., ou si on veut plus faire du terrain. Donc cuisine, salle, pâtisserie, etc. Donc moi j'ai choisi cuisine, salle, pâtisserie, etc. Beaucoup parce que j'aimais pas la compta et que j'aimais bien être sur le terrain, j'aimais bien être dans des trucs qui bougent, voilà. Donc j'ai fait un peu ça comme ça et j'ai pas trop réfléchi si j'étais en train de vivre ma passion ou pas. Mais je me sentais à l'aise dans ces milieux-là. Voilà. Là vient la fin du BTS, il faut choisir. Hein. Vais-je postuler pour en faire mon métier C'est ça, puisque un BTS, c'est quand même
professionnalisant. Donc, tu peux te permettre de sortir d'un BTS et d'aller directement postuler dans une grande maison. Ah oui, oui, Voilà, tu es totalement employable ou alors tu peux continuer aussi tes études. c'est ça. Et je me suis dit: «Non, non, non, mais c'est impossible». Moi, je voyais bien qu'au bout d'un mois dans un stage, je m'ennuyais. Une fois que j'avais fait un peu le tour Mm. de comment ça fonctionnait, que j'avais compris, répéter tous les soirs les mêmes gestes et pousser ces gestes à la perfection. En plus, on était dans une époque où on te demandait pas d'innover, hein. Oui, il n'y avait pas eu encore ce changement Ce des... boom un peu, ouais. C'est ça, ce boom qu'on a connu un petit peu au niveau de la salle, de la cuisine, vraiment de Ouais. ce renouveau. La mixologie, ça n'existe enfin, on n'en parlait pas du tout. Les barman, ils faisaient toujours les mêmes cocktails, mais les Français avaient pas du tout cette culture-là. Ils faisaient pas beaucoup de service en salle, tout était à l'assiette. Si on versait une sauce, ou un bouillon, c'était quand même le maximum. Oui, donc finalement, c'était assez répétitif et toi, tu Ouais, n'avais pas ce mental, enfin cet état d'esprit-là, c'était pas ce que ouais. tu voulais J'étais pour la pas suite. passionnée. J'étais admirative, mais pas du tout passionnée. J'étais admiratif, des mecs, en cuisine, qui se levaient à 7 heures du mat, qui se couchaient à minuit ou 1 heure, qui avaient 2 heures de pause, qui étaient tout le temps en train de potasser, des revues, des livres, de tester. Moi, j'ai vu, quand j'étais, au parc des Eaux Vives, mes chefs tester des recettes, les refaire 50 fois pour que ça soit parfait, notamment en pâtisserie. J'étais admirative des métiers de la salle parce que alors pour le coup là, grâce à mon père, je savais ce que ça pouvait, être un grand service en salle. Aux Hospices de Beaune, par exemple, on fait l'arrivée du service aux bougeoirs et on pose les bougies sur table. C'est vrai que c'est très très beau. Il y a plein de choses à faire, mais en tout cas dans les restaurants à cette époque-là, ça se faisait pas. Moi, ça me passionnait pas. J'étais plus Toi, tu étais plus dans l'observation et j'aimais bien être dans ce monde-là. Je trouvais qu'il y avait un côté chaud et j'aimais bien être dans les backstage. Ça m'éclatait bien. Donc je me suis dit, avec toute ma maturité de l'époque, tiens, je me verrais bien organiser des événements. Parce que, comme je l'ai entendu dans un de tes épisodes précédents, vous avez apparemment sur l'Institut des projets de restaurants éphémères. Nous, on le fait aussi à Thonon. Et j'avais adoré faire ça. J'avais été chercher plein de partenaires. J'avais réussi à redécorer la salle. J'avais fait des affiches. ça engage beaucoup de créativité et de responsabilité quand on est jeune. C'est vrai qu'on se prend bien au jeu et au final, on arrive à en sortir des choses assez surprenantes. Exactement et j'avais adoré faire ça. Là, j'avais senti que la machine était lancée. Quand j'avais fait ça, j'avais plein d'idées, je voulais tester plein de trucs. Moi qui avais pas confiance en moi, j'avais osé aller, parler à des gens que je connaissais pas, ce qui pour moi, est carrément un défi. Donc Mais finalement, c'est la clé du succès. c'est ça. Ah oui, bah oui. Aller oser aller voir l'autre, ça apporte beaucoup. Du coup, je m'étais dit: «Tiens, donc peut-être que l'organisation d'événements» et alors j'envoie des dossiers, notamment à l'Institut, les Vatel. J'avais aussi été, validée, pour, Lausanne et Glion. Moi, j'avais très, très peur de, faire un prêt, que ça, c'est vraiment un truc qui me paralysait. Je me disais: «Oh, si je commence ma vie avec un énorme prêt, en plus, comme je sais pas si je suis très forte ou si je suis complètement nulle». C'est ça, c'est compliqué à cet âge-là de savoir est-ce que je m'engage là-dedans ou Ouais, bien c'est pas fait pour moi et dans ce cas-là, c'est un investissement qui me sera pas bénéfique. ouais. C'est très difficile d'arriver à pouvoir se lancer justement dans ces écoles hôtelières qui sont assez prestigieuses parce que bah, c'est un petit peu le challenge qu'on a de se dire bon, je fais un gros investissement, mais bon, il faut qu'il serve à quelque chose. Donc si après j'arrête, ça va être Complètement, compliqué. exactement. Donc la peur l'a emporté et donc je passe des entretiens pour une licence par la fac de Nanterre à Paris et le lycée Albert Demain, qui est un lycée hôtelier dans le 7e arrondissement. Une licence, en management, hôtellerie-restauration de luxe. Donc je me dis: «Super, comme ça je peux continuer à aller travailler dans des belles maisons». Au vu du profil que j'avais, encore alors là, pareil, un énorme coup de bol. La licence me dit: «On vous sélectionne et en plus, ne cherchez pas d'alternance, on a une alternance pour vous. Il y a un établissement, de renom qui a besoin de quelqu'un sur une position assez, stratégique et on veut placer quelqu'un qui va nous assurer que ce poste restera pour la licence, les années suivantes». Et donc je me retrouve à être assistante F&B à l'Intercontinental, Paris, Opéra. Donc est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ce poste pour les gens qui sont pas communs de nos métiers?
Complètement. Alors, pour ceux qui sont déjà passés à Paris, vous connaissez tous cet endroit. Au niveau de la place de l'Opéra Garnier, sur un des côtés, il y a une grande brasserie très connue qui s'appelle le Café de la Paix. Et tout le bâtiment, en fait, c'est l'Intercontinental, dont le Café de la Paix fait partie. Donc, il y a plusieurs restaurants, etc. Et pour ceux qui voudraient rentrer dans cet établissement juste pour regarder, parce qu'il y a une immense verrière qui est magnifique. Donc, assistante F&B, ça veut dire que, en fait, F&B dans le jargon, c'est le Food and directeur. beverages. Voilà, c'est le directeur de la restauration. Donc, c'est la personne qui va diriger tous les services de restauration d'un hôtel. Que ça va des restaurants au bar, au room service, mais aussi toutes les personnes qui, par exemple, vont changer de place du mobilier. Par exemple, dans un restaurant, en fonction des réservations, des services qu'on va avoir, on va ajouter des tables, changer de place des tables, etc. Donc, il y a aussi plein de métiers qu'on ne voit pas et qui représentent des masses de personnes énormes. Les plongeurs aussi, c'est une masse salariale énorme. Surtout dans un établissement comme l'Intercontinental. Ouais, de mémoire, c'est 400 chambres, 30 salons. Enfin, ça fait partie ce qu'on appelle les gros porteurs parisiens. Donc, c'est des métiers avec beaucoup de management. Et puis après, il y a toute la partie stratégique sur le contrôle des coûts, sur le fait aussi de faire en sorte que les restaurants fonctionnent bien, donc que les menus soient attrayants. C'est un service qui travaille beaucoup avec plein d'autres services, beaucoup avec le marketing. Marketing communication, il travaille beaucoup aussi avec les achats. Donc finalement, on t'avait offert une position assez centrale et tu as eu la chance de faire cette alternance en plus de ta licence. Oui, parce que c'était une licence professionnelle, donc l'alternance est obligatoire. J'ai adoré ce format. Je suis sortie de cette licence en me disant que j'étais là, pour le coup, je me suis sentie vraiment apte à aller sur le marché du travail. J'avais fait mes armes. Donc, il y avait toutes ces tâches. Et dans cette direction-là de la restauration, il y avait aussi un service qui est un service assez niche, qui n'existe pas partout. Mais Seulement dans les grands établissements. non, pas forcément. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Il y avait une personne qui était en charge de la commercialisation des restaurants de l'hôtel. Donc, qui s'occupait de tout ce qui était réservation de groupe, privatisation, et également des demandes particulières. Donc, par exemple, je suis milliardaire, je veux faire quelque chose d'un peu fou pour l'anniversaire de ma femme, qu'est-ce qu'on peut organiser? Et là, boum, ça arrive à cet endroit-là. Tu as été responsable un petit peu aussi de ce service J'ai été plutôt l'adjointe de la personne qui se... Oui, parce que les missions étaient liées, en fait, finalement. Comme toi, tu étais assistante direction F&B. C'est ça. Parce qu'en fait, le directeur de la restauration, c'était le boss de la responsable groupe événement du service. Donc, lui, il me disait, va faire 50% de ton temps avec cette personne et les 50 autres, tu feras des missions pour moi. Donc, par exemple, je me suis occupée de travailler sur la fidélisation au Café de la Paix. Comment est-ce qu'on pouvait monter un programme de fidélité pour les clients Donc là, c'est à toi de mettre en place tous les outils et puis tu as vu ensuite de les proposer. répercussions. De Ah, proposer. juste des propositions. Faire des propositions et après, au fur et à mesure, il y avait des rencontres, proposer mes idées. C'était un genre de brainstorming et on prenait une décision. Et donc, moi, je devais avancer dans une direction en fonction des réunions. Déjà, à l'époque, tu comprends que tu as une appétence pour ce genre de mission. Tu trouves ça bien. Complètement. Alors là, ça a été la révélation du siècle. Je me suis dit, ah, mais alors là, j'adore ce que je fais. C'est bon, j'ai trouvé ma voie. Et j'ai adoré toute la partie commerciale, groupe et événements. Adoré. Est-ce qu'il y a un événement en particulier pour lequel tu as un petit peu travaillé ou des propositions que tu as pu faire, qui ont été mises en place, qui t'ont particulièrement marqué? Je sais que j'ai eu un impact positif sur les process. Personne qui s'occupait des groupes et des événements m'a complètement mentorée et formée à la relation client et au commercial. Répondre au téléphone, faire en sorte que les clients t'adorent, qu'ils aient envie de signer avec toi, qu'ils te fassent confiance. Et moi, je me souviens du directeur de la restauration qui disait à cette personne, ce client-là, je le veux, tu le signes. Et elle remontait avec le contrat signé. Ah ouais. Donc c'est vraiment assuré d'avoir le client pour l'établissement, Ah de ouais. le chouchouter au maximum pour que... C'est une tueuse. Elle était excessivement forte sur la vente.
Parce que dans ces cas-là, les clients passent des sortes d'appels d'offres sur tous les établissements parisiens ou c'est essentiellement vous? En fait, il y a plein de cas de figure. Tu as les particuliers, les entreprises en direct, les agences pour des événements professionnels, mais aussi toutes les agences avec les OTA pour les clients étrangers. On a même des contrats à l'année avec certaines entreprises pour leurs repas d'affaires où ils ont des tarifs préférentiels. C'est ça marche un petit peu comme les réservations d'hôtels finalement. C'est Oui, tout à fait il y a des pareil. similitudes. Il y a de nombreux acteurs. Pour ceux qui connaissent la réservation d'hôtel, moi je classe ça en 3 catégories: les particuliers, les professionnels et tout ce qui est apporteurs, agences, les tiers. C'est ça, les partenaires, les intermédiaires. Alors à l'époque, j'avais pas forcément, bien compris, mais en fait, j'étais quand même assez process. J'arrivais bien à structurer les choses, donc en fait, on arrivait à gagner du temps, on allait plus vite, donc on traitait plus de volume, donc on faisait de meilleurs chiffres, et cetera, et cetera. Et je sais qu'une qualité qui est souvent remontée pendant cette année-là, c'est que j'étais excessivement patiente. Donc j'étais très bonne sur les litiges clients. Et c'est souvent moi qu'on envoyait au front quand il y avait un client qui se plaignait. Alors ça, c'est très formateur. C'est pas évident quand on vous dit il y a un client qui fait scandale, il faut descendre. Malgré tout, moi, les équipes terrain, j'étais considérée comme de la direction de la restauration. Donc en gros, on me disait c'est ton taf, hein. T'es là pour ça, hein, quand il y a un gros problème, c'est la direction de la restauration de venir nous soutenir. Ils ont raison. Et en fait, à chaque fois je descendais, je me disais, enfin surtout au début, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais lui proposer? Ouais, en plus moi j'avais pas de pouvoir, je pouvais pas dire on vous offre le repas. J'avais zéro. Je pouvais que faire des trucs qui coûtaient zéro. Et en fait, je me suis rendu compte que d'envoyer quelqu'un qui était neutre dans le conflit, donc moi, d'écouter le client et de lui proposer, comment dire, quelque chose qui pour lui allait paraître on vous surclasse, on vous fait passer de éco à business. En fait, ça marchait à 95% des cas. Donc, par exemple, je me souviens d'un monsieur qui avait fait un scandale, pété les plombs. Donc, c'est le Café de la Paix. Il y a beaucoup de gens qui sont connus ou qui ont une certaine aura dans leur milieu, etc. Donc, il y a quand même des gens avec de l'ego qui viennent dans ce genre d'endroit. Donc, les litiges, c'est très courant. En plus, c'est une brasserie qui brasse des milliers de couverts par jour. Donc, c'est des grosses machines. Donc, les erreurs, c'est normal. Il n'est pas content, mais alors vraiment, il le fait savoir. Il se met à hurler au milieu du restaurant, etc. Donc, je descends. Mais en gros, je l'ai écouté. Et je parlais tout à l'heure de cette verrière qu'on a qui est absolument magnifique. Et je lui ai dit, bah, écoutez, exceptionnellement, énorme mensonge, hein. Exceptionnellement, on vous propose de prendre votre repas au niveau de la verrière. Donc en gros, vous servir la carte du Café de la Paix sous la verrière de l'hôtel. Et la verrière de l'hôtel, c'est des énormes fauteuils avec des grands tapis. C'est très très calme par rapport au Café de la Paix. Le mec a cru que je lui faisais une faveur de dingue. Voilà, je En fait, n'ai c'est juste rien fait. proposer, faire en sorte que l'expérience c'est vraiment quelque chose de magnifique pour pouvoir finalement remettre les gens en place et les apaiser. C'est ça. Donc voilà, ça je sais que le côté patient, bah, ça fait partie du métier. Ça a vraiment été la révélation de mon parcours. Là, je me suis dit, ah, je touche quelque chose du doigt qui commence à m'intéresser. On me demande de réfléchir. J'ai un contact client où je peux vendre tous ces métiers que je trouvais très beaux, mais dans lesquels moi je me sentais pas du tout à fond. Donc la pâtisserie, la cuisine, la salle. C'est ça, toi tu préférais les valoriser en fait. Ah ouais, complètement. Tu préférais les connaître en profondeur et pouvoir les valoriser. Ah d'ailleurs, alors le petit tips du jour, s'il y a des étudiants qui écoutent, le fait de bien connaître le terrain C'est hyper important. fait que vous allez devenir après dans des métiers plus stratégiques, de grands visionnaires. On peut pas vendre des métiers et valoriser des métiers si on ne les a pas vécus et pas compris. C'est très Si on n'a pas fait compliqué. les tâches quotidiennes de toutes On ces peut personnes. essayer, mais on peut se casser les dents. Moi, je vais prendre l'exemple sur le commercial parce que c'est aujourd'hui ce que je maîtrise le mieux. Si une commerciale vend une prestation qui, sur le terrain, est casse-gueule pour les opérations, ça va être horrible pour tout le monde. Pour le client qui ne va pas être content et pour les opérations qui vont pester toute la soirée
parce qu'ils seront pas dans un confort opérationnel. Voilà. Donc, et ça peut être un truc tout bête, hein, ça peut être juste la mise en place de l'espace. Par exemple, Oui, vous par dites à exemple, votre client, accepter une mise en place ultra compliquée d'un client très exigeant, mais qui est presque irréalisable pour les équipes. c'est ça. Donc oui, vous allez peut-être faire 10 000 euros de CA sur un restaurant pour un événement et tout, et c'est très bien. Mais derrière, c'est un client que vous reverrez jamais parce qu'il n'aura vraiment pas passé un bon moment. Et les équipes, elles vont vous avoir à l'œil. Donc, ça crée des tensions internes. Donc, forte de ça, j'arrête mes études et je pars. Alors là, je voulais absolument travailler mon anglais et j'ai décroché une place pour travailler chez Alain Ducasse au Dorchester à Londres. Donc, c'est un restaurant 3 étoiles dans un hôtel. Et je me suis retrouvée à gérer toute la partie réservation et groupe. C'est là où c'est intéressant, c'est que en France, c'est pas encore. Enfin, en tout cas, à mon époque, c'était pas très développé. Je sais que ça commence un petit peu à se développer, mais bon, les pays anglophones sont beaucoup plus en avance que nous sur cette partie-là. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on avait une prise de réservation, on était prendre une réservation pour une table chez Alain Ducasse, le client, il en avait au moins pour 10 minutes, hein, ce qui est énorme, hein. Et on essayait de comprendre exactement le contexte dans lequel il venait, quelles étaient ses attentes, qu'est-ce qui était important pour lui. Et en fonction de ça, on lui vendait des prestations complémentaires, exactement comme une chambre d'hôtel avec des extras. Et quel est l'intérêt de faire ça pour expliquer un petit peu du côté professionnel, je veux dire? C'est d'augmenter le ticket moyen du client. C'est-à-dire que le client, à la base, il est venu, il fait sa réservation et en fait, il va consommer sur place à la carte ou en choisissant soit des produits à la carte, soit un menu. Et en fait, nous, en amont de sa réservation, on pouvait savoir que il avait signé pour un menu dégustation, qu'en plus, il avait pris un gâteau d'anniversaire pour sa fille, que le gâteau d'anniversaire, il coûte 100 euros. Donc, on avait déjà prévendu la carte. Après, c'est des choses qui marchent essentiellement dans le milieu du luxe, quand même. Ça va vraiment dépendre de la stratégie. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise, de bonne stratégie, c'est juste qu'il y a une stratégie. Je vais prendre l'exemple de Big Mama. Ils ne prévendent rien, évidemment, puisqu'ils prennent même pas de réservation. On fait la queue. Mais par contre, les techniques d'upselling sont hyper poussées. Pour avoir fait les formations, sur place, ils sont très bons au niveau du service, mais même en amont de ça, qu'est-ce qui fait que vous allez faire la queue pendant 30 minutes pour rentrer chez Big Mama? C'est toute leur stratégie de com. Donc ouais, ils payent pas des gens pour prendre des résas et faire de l'upselling au téléphone, mais par contre, ils dépensent pour faire une communication qui fait que vous avez envie d'aller chez eux. Et après, ils font en sorte que sur place, vous consommez bien, mais surtout que vous ayez envie de revenir. Parce qu'ils sont sur des petits montants, donc eux, ils ont besoin de volume. Mais par contre, je peux avoir la même gamme de restaurants et dire, voilà, si vous commandez ça à l'avance, on peut vous faire un package, tout est envisageable. Ouais, ça va vraiment dépendre de la stratégie du lieu. Ce qui est souvent triste, c'est que souvent, il n'y a pas de stratégie. Voilà, ça c'est un vrai problème parce que du coup, vous ne pouvez pas faire les meilleurs résultats possibles quand il n'y a pas de stratégie en place parce que vous testez rien. Derrière, vous analysez pas ce que ça donne et donc il n'y a pas d'axe potentiel d'amélioration ou d'évolution. Voilà, ça c'est dommage. Et toi, tu es particulièrement traqueuse de toutes ces tendances, je sais, Ah oui. sur tes réseaux et tu un porte-voix de tous ces tips pour les C'est ça. entreprises, notamment sur Booking Check. J'ai vu que tu avais beaucoup de webinars, de formations, aussi ton podcast, Ouais. des vidéos. Tu fais beaucoup d'IGTV sur des formats assez courts pour pouvoir expliquer justement tous ces petits tips à tous les acteurs de l'hôtellerie-restauration. Je trouve ça génial. J'essaye de leur donner les armes pour sortir le meilleur sur leur stratégie. Et notamment, moi, je suis quand même assez concentrée sur le commercial, un peu de marketing, un peu de digital, mais c'est très commercial. Et l'idée, c'est de dire, oui, vous faites une super cuisine, vous avez un super service aussi, mais il faut qu'on se penche sur ça parce que c'est avec ça que vous allez
vous allez perdurer, vous allez prospérer, vous allez peut-être même exploser et a priori, ça ne peut vous faire que du bien. En tout cas, rien que d'y avoir réfléchi, c'est déjà une bonne chose. Et finalement, tes inspirations, c'est tes expériences passées, j'imagine, justement Londres, l'intercontinental, tout ce que tu as pu faire, et aussi ce que tu peux apprendre du quotidien. Quelles sont tes inspirations du quotidien sur toutes ces stratégies et où est-ce que tu t'inspires? En effet, il y a mon passé, il y a mon présent parce que je parle quand même avec beaucoup de gens. Alors, ce qui est assez sympa, c'est que nous, on aide aussi bien un restaurant qu'un bar, qu'une salle événementielle qui est fermée au public, qui n'accueille que des événements, qu'un hôtelier qui a des espaces, des lieux de vie, comme ils disent aujourd'hui, donc restaurant, bar, etc. Donc, j'ai vraiment des personnes en face de moi très différentes qui me partagent leurs questionnements, leurs idées, etc. Donc ça, c'est une grande source d'inspiration. Et tu peux piocher dans différentes industries, si je peux dire ça comme ça, Ouais. enfin dans différentes niches en fait. C'est ça. Je peux dire au restaurateur, regardez ce que fait l'événementiel. C'est hyper intéressant. Et je peux dire à l'événementiel, regardez ce que font les restaurateurs. Ça, c'est une grande source d'inspiration. Je m'inspire beaucoup d'autres acteurs du milieu, beaucoup des États-Unis. Je vais être assez franche. Ce qui me demande d'écouter des podcasts en anglais, donc il faut être à l'aise. Je reconnais, c'est pas accessible à tous à cause de la langue. Je trouve que les pays anglophones ont vraiment ce talent de la vente, du storytelling, de la réflexion, de tout ce qui est très stratégie. Voilà, donc je sais que c'est aussi des personnes que je regarde beaucoup, pas forcément des gens qui d'ailleurs qui sont toujours dans le milieu de l'hôtellerie-restauration. Je sais que sur les réseaux sociaux, je suis des gens qui sont spécialisés sur les réseaux sociaux et qui ont des contenus très qualitatifs. Et moi, ce que j'adore aussi avec certains, c'est ce côté que j'appelle actionnable. Moi, j'aime bien écouter quelque chose où dans la minute qui suit, je peux le mettre en place. Je vais prendre un exemple. Big Mama, c'est une super histoire, mais c'est très difficile à mettre en place de son côté tout seul. Parce que Big Mama, il y a une levée de fonds et il y a un budget. C'est des gens qui ne sont pas partis avec ric-rac ce qu'il leur fallait pour acheter un resto et embaucher les premières personnes et faire la première année. Non, c'est des gens qui ont levé beaucoup d'argent et qui sont tout de suite partis sur un concept avec un groupe de restaurants, etc. Donc, c'est très bien, mais derrière, qu'est-ce que j'en fais? Moi, toute seule dans mon coin, moi, tout seul dans mon coin, je fais quoi pour répliquer certaines choses? Voilà, donc c'est aussi ça que j'aime bien aller chercher sur d'autres sources d'inspiration. C'est ça, tu pioches un petit peu de partout. Ouais. Même par exemple, Do It Yourself, qui est un podcast français, d'écouter d'autres entrepreneurs et comment est-ce qu'ils ont créé leurs entreprises. Des fois, ça me donne des idées de contenu pour notre propre secteur. C'est ça, c'est le meilleur moyen de pouvoir appliquer ce que font les autres à nos propres métiers. Et finalement, forte de toutes ces expériences et de tout ce que tu peux découvrir autour de toi, c'est donc en 2017, c'est ça, que tu montes Booking Check? C'est ça. Alors, donc, pour faire très court, donc après Ducasse, donc je savais où je voulais aller. J'ai quand même repris mes études, j'ai fait un master, toujours en management, hôtellerie-restauration de luxe. J'ai continué là pour le coup des stages très événementiels. Je suis passée par différentes grandes maisons, j'ai vu énormément de choses, j'ai beaucoup appris, j'ai rencontré des gens super. Et à un moment donné, j'ai eu la possibilité de travailler dans une start-up qui était vraiment une toute petite start-up qui démarrait, qui s'appelait Privatiseur. J'ai fait partie, je crois que j'étais la 2e ou 3e employée. Comment tu les as trouvés, ces gens? Privatiseur, c'est un annuaire qui permet de référencer son établissement pour dire je fais du groupe, je fais de la privatisation, etc. Et les gens vont faire leur marché là-dessus. Donc, essentiellement en événementiel. Ah oui, alors ils font que des groupes et de la privatisation et des événements, pas de particuliers. C'est la fourchette des groupes. Je découvre la création d'une boîte, le monde de la start-up, le digital, la tech, le fonctionnement des boîtes à levée de fonds, aussi tout ce monde
jeunes gens qui sortent des grandes écoles, qui montent des boîtes, parce qu'en fait, il y en a plein. En parallèle, peu de temps avant, j'avais rencontré mon conjoint, qui est aussi mon associé sur Booking Check, qui était ingénieur centralien et qui, lui, faisait toute la partie tech. Donc, en fait, par le pro, par le perso, je me trouve baignée dans ce truc de start-up. Et finalement, ça a été très bénéfique pour toi parce que comme on pouvait en parler dernièrement, c'est très compliqué de pouvoir monter une entreprise ensuite si on n'a pas les outils et les compétences nécessaires, et notamment quand on sort d'études d'hôtellerie-restauration, on n'a pas forcément toutes les compétences de gestionnaire, de développeur qui sont Oui. maintenant utilisées pour tous les fondateurs de boîtes, quoi. Moi, il y avait déjà un peu un fond de... je me rendais compte que je commençais à avoir envie d'entreprendre. J'avais pas du tout, pareil, encore une fois, j'avais pas du tout confiance en moi, etc. Donc, je me suis dit, comme j'ai toujours fait, je vais forger avant d'être forgeron et je vais aller rencontrer des gens qui sont compétents. Donc, Exactement. et en fait, je me suis retrouvée donc à observer Privatiseur, et ça a été une vraie belle expérience, prise de confiance par rapport à mes compétences, à ce que j'avais accumulé, une introduction importante pour entreprendre ensuite, parce que de voir une boîte se monter, quoi de mieux. Donc voilà, et en fait, moi j'étais partie d'un constat qui datait un peu, parce que je l'avais vécu personnellement, dans mes activités de commercial événementiel. J'avais souvent été très mal équipée pour gérer toute la partie Réservation. administrative, etc. Ouais. Des réservations de groupe et privatisation. Donc tu t'es dit, il me manque quelque chose, il me manque un outil. C'est ça. En fait, j'avais fait le constat personnel, puisque comme je te disais, un de mes points forts, c'était de structurer. Mais j'avais fait ce constat aussi en étant chez Privatiseur, parce que je parlais à des milliers de lieux et que je me rendais compte que c'était très, très compliqué la gestion derrière pour les établissements. En plus, il y avait souvent un problème de budget, parce que moi, j'avais toujours été sur des maisons qui avaient les moyens de me payer. Et il y a plein de maisons qui n'ont pas les moyens de prendre quelqu'un à temps plein pour gérer le commercial. Donc là, je me suis dit, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire de bien foutu pour leur permettre de bien gérer, certes, la réservation en elle-même, mais aussi la relation avec le client, et de prospérer sur toute cette activité qui est quand même un bon matelas de revenus pour les restaurants, les bars, les lieux événementiels. Ils ne font que ça, donc c'est 100% de leurs revenus, c'est plus un matelas. Donc c'est comme ça que Booking Check est né en 2017. D'accord. Et donc, principalement, tes clients sont des lieux aussi bien luxe que moins luxe. Ah oui, alors nous, on a de tout. Hein. De tout. On peut avoir le pub festif. On met le bar en feu la nuit. Comme on peut avoir le lieu événementiel qui n'accueille que des clients type LVMH. Donc, on a vraiment le grand écart entre des mondes très différents, mais qui, en définitive, ont quand même des besoins très similaires. Et vous êtes seulement sur la partie prise de réservation et ancrage dans tout le système, ou bien il y a aussi toute la partie vraiment organisation de l'événement? On commence par réceptionner la demande. Donc, on a des outils qui peuvent être installés sur les sites internet des lieux événementiels, sur leurs réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est pour capter la réservation en ligne. Ces outils sont en marque blanche, etc. Le but, c'est qu'on ne nous voit pas, mais que le client ait des outils pour pouvoir s'équiper. En développement, ça peut être compliqué pour certains de faire créer un formulaire exprès. Une fois qu'on réceptionne la réservation, on la fait arriver dans un espace qui est en fait le logiciel en ligne. Dans cet espace, je vais pouvoir gérer ma réservation. Par exemple, je vais prendre des clients qui sont déjà passés sur le podcast. Donc, les espaces Rive Paris qui nous utilisent, ils sont reliés à notre plateforme avec leurs différents supports en ligne. Quand un client fait une réservation de journée d'études sur leur site internet, ensuite, ça crée une fiche dans notre logiciel. Il y a tous les éléments demandés par le client. Donc, à quelle heure ils veulent arriver, quelle salle ils veulent réserver, quelles prestations ils souhaitent. Est-ce qu'ils veulent le déjeuner A ou le déjeuner B? Est-ce qu'ils veulent un petit déjeuner d'accueil ou pas? Est-ce qu'ils veulent une pause? Est-ce qu'ils veulent terminer par un after work? Etc., etc. Et ensuite, à travers la plateforme, les équipes de Rive vont pouvoir avoir l'ensemble des coordonnées du client, peut-être faire un premier appel avec le client pour savoir s'ils ont bien toutes les infos, pouvoir ensuite éditer le devis. Dans Booking Check, on peut faire les devis,
les factures pro forma, les factures de solde. Depuis Booking Check, ils vont pouvoir envoyer des messages aux clients avec les documents. Tous les messages sont préconfigurés parce qu'en fait, souvent dans l'événementiel, on écrit toute la journée les mêmes emails. Et jusqu'à aujourd'hui, la plupart des lieux font des copier-coller. Donc, ils ont des brouillons dans leurs emails et ils copient-collent et ils changent manuellement le nom du client, la date, etc. Tout ça va se faire automatiquement. Donc, avec chaque lieu, on définit des messages. Parce qu'évidemment, un lieu événementiel et un bar va pas s'adresser de la même façon à son client. Donc, on a des clients qui vont tutoyer. Et après, on peut configurer toute la partie relance. Donc, j'envoie mon devis. Au bout de combien de temps, je relance mon client pour savoir s'il l'a bien reçu ou pour avoir des nouvelles par rapport à ce qu'il en a pensé. Au bout de combien de temps ce client est censé prendre une décision. Pareil, je mets une petite relance pour le rappeler à la date à laquelle il a prévu de prendre une décision. Et qu'en fait, du moment où la réservation arrive via les supports du client jusqu'à l'après-événement, email de remerciement, envoi des factures finales, etc., BookingCheck va tout centraliser, l'ensemble des actions. Donc ça nécessite par ailleurs que vous, chez BookingCheck, connaissiez très bien l'établissement pour pouvoir établir une liste de toutes les offres que l'établissement va pouvoir offrir aux clients. Donc vous vous rendez sur place à l'avance ou pas du tout? Pas forcément, mais par contre, il y a une grosse configuration qui est faite avec le client pour pouvoir mettre son logiciel en ligne. Il y a toute une partie sur mesure, en effet. Par contre, ce qui se passe généralement, c'est qu'on leur demande de nous envoyer tous les documents, tout leur catalogue d'offres. En fonction de la complexité du lieu, on va se déplacer ou pas. On va faire des formations soit en physique, soit en ligne. Ça dépend vraiment, vraiment du client. Le petit établissement, c'est très facile, on le fait en ligne et d'ailleurs ils sont très contents parce que ça leur prend beaucoup moins de temps que si on fait des rendez-vous et des rendez-vous et des rendez-vous pour tout faire. Tout le monde sait que les métiers opérationnels, c'est des métiers qui prennent du temps. Mais c'est vrai qu'après, sur des plus grosses structures, souvent, il y a une directrice commerciale, il y a des commerciaux, etc. Donc là, généralement, on se déplace et on les rencontre. Et on discute beaucoup de leur process. Ça, c'est une grande discussion qu'on a avec nos clients. Comment vous mettez en place tout ça, bien sûr. C'est ça. Pour les aider aussi à faire grandir leur process parce que le commercial événementiel, c'est énormément de process, d'administratif. Et donc, évidemment, les gens, une fois qu'ils se sont créés des process avec un rythme, faire demi-tour pour en changer, c'est toujours un peu compliqué. Casser la boucle des habitudes. C'est ça. C'est pour ça qu'on est très présent. Et puis après, comme tu le disais, en effet, on fait énormément de contenu pour les aider justement à faire prospérer leur réservation de groupes et d'événements. Magnifique. Et pour revenir un petit peu à toi, le fait d'avoir créé BookingCheck et d'être, donc comme tu l'expliques, avec tous les process de l'outil, comme c'est très axé digital et aide finalement un petit peu à distance, est-ce que ça ne te manque pas d'être à proximité de tout le monde finalement de l'hôtellerie-restauration, de l'événementiel aussi, de ne pas être sur place et de pouvoir être dans l'expérience et en face du client? Alors, si le côté organisation d'événements me manque un peu parfois, c'est pour ça que je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Peut-être un nouveau segment de BookingCheck. C'est ça, ou même une autre entreprise plus tard. Mais c'est vrai que du coup, je vis beaucoup par procuration. C'est pour ça que je prends autant de plaisir aussi à faire des contenus parce que ça me remet dans le bain de traiter des demandes clients, de prendre soin de la relation client. C'est vraiment quelque chose. Tout ce qui est customer, relation, success, delight, etc. C'est vraiment des sujets que j'aime énormément, que je trouve passionnants. En fait, par procuration, je peux le revivre un peu. Et puis, je suis quand même, alors là, nous tournons cet épisode en plein confinement, mais je suis au moins 2 fois par mois à Paris pour plusieurs jours et je passe ma vie à aller dans des lieux. Donc, je suis pas très loin non plus, hein. Évidemment, je n'ai pas appris à coder et je suis pas devenue la CTO de BookingCheck. Donc, moi, je m'occupe quand même majoritairement de la partie sympa. Voilà, enfin la partie que j'aime, de la relation avec nos clients, de l'accompagnement aussi, d'une partie du développement de l'entreprise, donc de rencontrer des nouveaux clients, quand même très en contact avec le secteur. Et ce qui est quelque chose que je veux continuer à faire parce que moi, mes connaissances que j'avais sur le commercial, elles remontent à quelques années. Moi, je crois beaucoup aux rencontres, au partage, aux échanges. À l'enrichissement permanent finalement, c'est au quotidien.
sans nos clients, sans la communauté, on ferait pas des choses aussi qualitatives. C'est essentiel pour moi de parler aux gens et qu'on en ressorte tous plus grands. Donc c'est vrai que ça te fait pas mal de clients et beaucoup de Oui, lieux différents, donc bien de quoi c'est ça. s'inspirer, C'est effectivement. ça. Et nous, on a commencé vraiment en créant un produit très, très vite. On a mis 1 mois à faire un premier jet d'un produit qui était utilisable. Et on a vraiment grandi tout doucement, avec beaucoup de bouche à oreille. Et on s'est concentré sur le fait d'améliorer notre produit avec nos clients. C'est ça, de partir de toutes les demandes personnelles pour pouvoir améliorer l'outil ensuite. On a passé beaucoup de temps à observer nos clients, parce que parfois, eux-mêmes ne savent pas nous dire de quoi ils ont besoin, mais le fait qu'ils aillent sur l'outil et voir comment ils l'utilisaient, ça nous permettait aussi de dire ah c'est peut-être ça le truc. Et après on leur proposait, on voyait un peu les retours, et puis après il fallait coder. Et puis là, depuis le mois de septembre, on commence vraiment à se développer, à mener des actions pour faire connaître notre marque et la valeur ajoutée qu'on peut apporter au lieu au quotidien. Et c'est très récent encore pour la partie développement. Et comme tu le disais un petit peu plus tôt, donc tu as monté ça avec ton mari. Est-ce que tu peux parler un petit peu de l'entrepreneuriat avec son conjoint? Comment ça se passe au quotidien? Ça s'est fait un peu par hasard, dans le sens où on parlait il y a très longtemps, au début de notre relation, on se disait, t'imagines si on travaillait ensemble, parce qu'on a des personnalités très différentes. Et mon cher étant, qui s'appelle Reda, me disait, jamais de la vie je travaille avec toi. Je suis beaucoup trop bruyante, indisciplinée. Alors moi, j'adore travailler dans la bonne humeur. Limite, il n'y a pas de la musique au bureau, quoi. C'est un peu, moi, il faut que les gens soient heureux, mais tout en étant, j'ai toujours été Très professionnel. très efficace, mais j'adore pouvoir être très efficace dans une ambiance très décontractée. Alors que Reda, lui, il est beaucoup plus studieux, il a besoin de son calme, de se concentrer, il a quasiment tout le temps son casque sur les oreilles, soit il écoute de la musique, soit il écoute des podcasts en même temps qu'il travaille, donc beaucoup plus calme dans sa façon de travailler. Il me disait, mais tu serais un enfer pour moi. Et puis, en fait, quand j'arrêtais pas avec mon truc de oui, il manque quelque chose pour aider les lieux à gérer leurs groupes, leurs événements, je tournais en boucle avec ça. Au début, j'avais même pensé à créer plutôt une boîte un peu comme une agence de consulting où je viendrais faire des missions pour structurer la partie commerciale des lieux. Et Plutôt intervenir en tant que freelance, du coup. ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, quand on sortait dans des bars, évidemment, je discutais avec les gérants. Ou quand on allait au resto, bah bref, j'étais tout le temps en train de me retrouver à parler de ça. Et du coup, il était là. Au fur et à mesure, il m'a dit, t'as peut-être raison, il y a Finalement, il y a de l'intérêt. pour commencer comme ça, juste pour voir s'il y a une vraie opportunité, dis-moi un peu ce que tu imagines. Et moi, je vais commencer à coder un premier produit. Et en fait, sans qu'on se soit dit, on va bosser ensemble, on s'est mis à bosser ensemble. On a fait un premier produit. En 1 mois, on avait un premier groupe de 10 établissements qui voulaient commencer l'aventure avec nous. Et on a fait tout ça en voyageant, parce qu'entre-temps, on avait quitté Paris. On était au fin fond de la Nouvelle-Zélande quand on était en train de coder la première version. Donc, j'ai envoyé des emails à mes contacts pour leur dire je suis en train de travailler là-dessus, est-ce que ça vous intéresse? On est rentré en catastrophe en France pour créer la boîte de façon juridique parce qu'elle n'existait pas. Donc en fait, ça s'est fait complètement par hasard. Et de manière très complémentaire aussi entre vous. Et je pense que c'est notre grande force, c'est qu'on est très passionnés par des domaines très différents qui finalement viennent bien fusionner pour créer une boîte. Moi, même si j'ai ce côté très créa et je pense que c'est ce qui m'a amenée vers l'entrepreneuriat parce que j'adorais créer des choses et tout. Mais malgré tout, je suis pas l'artiste complètement délirante qui part dans tous les sens. Pas du tout. Je suis très très processée. Lui aussi, bon, encore pire que moi parce que lui, il a vraiment ce background de centrale, de, de prépa, maths sup, maths spé. Mais ça nous permet d'être toujours sur la même longueur d'onde dans nos façons de communiquer. Quand on doit prendre une décision, comme c'est toujours un raisonnement, on n'a jamais arrivé au moment où on se lançait des choses à la figure. C'est ça, vous avez chacun quelque chose à apporter, que ce soit sur l'endroit créatif, le développement, comment mettre ça en place, Ouais. pourquoi le mettre en place. Enfin, vous avez chacun des réponses à différentes problématiques qui s'encastrent. Et on va pouvoir se les partager par un raisonnement. Donc en fait, il y a jamais ce moment de rupture où l'autre n'arrive pas à communiquer. Et ça, je pense que c'est ce qui est
plus dur à trouver en entrepreneuriat, c'est d'être des associés qui se comprennent. Pour l'avoir vu beaucoup autour de moi, les gens ne parlent définitivement pas la même langue et c'est très compliqué de trouver quelqu'un avec qui on va pouvoir se comprendre, s'entendre. Moi, je dirais que la clé de tout ça, c'est qu'on a toujours réussi à bien communiquer. Comme on est très raisonné, on sait bien faire la part des choses entre notre vie personnelle, notre vie professionnelle. Vous avez beaucoup de chance. Oui, oui, je pense qu'on est je pense que ça aurait pu exploser en plein vol. Par exemple aussi, je vais pas prendre personnellement une remarque professionnelle. Moi qui suis très sensible, il me fait la même réflexion dans mon cadre de vie personnelle, je vais le prendre très très mal. Sur le professionnel, je vais être beaucoup plus relax. Je vais dire bah oui, en effet là-dessus, je me suis plantée. Tant mieux, tant mieux. Est-ce que tu as d'autres petits secrets à nous partager comme ça, que ce soit un petit peu plus des inspirations du quotidien, des choses auxquelles tu penses aussi ou dans le monde de l'hôtellerie-restauration? Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui t'inspirent au quotidien? Surtout ce qui est tendance, je traîne énormément sur Instagram. Je vais penser par exemple à En Randonnion pour moi et baigne dans ce monde de la gastronomie plus classique ou sur la pâtisserie aussi plus classique. Il y a Michalak qui va partager des trucs de ses copains qui sont aujourd'hui vraiment des gens renommés. Il y a ces gens-là qui pour moi sont des gens qui sont bien enracinés dans le monde de la gastronomie, on les connaît. C'est ça. Voilà. Que je suis plutôt sur Instagram parce que je trouve qu'il y a un côté un peu décontracté sur Instagram. Et puis, je suis aussi quelques influenceuses food. Je trouve ça marrant de voir comment est-ce qu'elles mettent en avant leur contenu. J'essaye d'avoir un regard frais. En tout cas, quand un client me fait part d'une problématique, j'aime pouvoir lui dire, peut-être regarde ça ou ça peut te donner des idées. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Après, sur tout ce qui est source d'inspiration très pro, je vais plus sur LinkedIn. Et très bonne source d'information. Il y a énormément de choses. Mais c'est vrai que LinkedIn, c'est un bon entonnoir d'informations qui Ouais. collecte un petit peu de partout et qui te met en relation avec ce que les gens que tu suis peuvent aimer et qui peuvent potentiellement toi t'intéresser. Donc je trouve ça assez intéressant aussi. Je suis aussi très contente de la qualité des contenus qu'on peut retrouver sur LinkedIn. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a de tout et c'est intéressant de pouvoir voir les points de vue de tout le monde. LinkedIn, Instagram, c'est quand même deux grosses sources pour moi d'inspiration. En podcast, alors, il y a les podcasts que j'appelle généralistes, type Do It Yourself, ou celui qu'on fait aujourd'hui où quelqu'un raconte une histoire, une façon de penser, etc. Et puis, il y a les podcasts, c'est un mini-cours. Plus comme le format que tu proposes. Oui. Où vraiment, à chaque fois, le but, c'est de creuser un sujet. J'écoutais beaucoup un podcast anglophone qui s'appelle Build Your Tribe. C'est pas mal de conseils pour toute la partie réseaux sociaux, community management. Alors là, pour le coup, c'est hyper actionnable. On sort du podcast, on peut mettre en place des choses. Par exemple, il y a un épisode que j'ai trouvé absolument génial. Elle s'appelle Shaleen Johnson. Elle explique 5 types de stories qu'on peut poster tous les jours. La plupart, moi je sais que la première, je me dis qu'est-ce que je vais faire en story? Je sais pas quoi raconter. C'est un super contenu à traduire pour les établissements qui, je pense aussi, se disent une fois qu'on a montré 4 fois notre salle et nos petits fours, qu'est-ce qu'on raconte? C'est ça, et sur le podcast La Mafia des réservations, tu mets en valeur des petits tips. Par exemple, j'ai vu que tu faisais comment optimiser son établissement un mardi soir, des choses comme ça. Ah, exactement. Un autre qui s'appelle Secret Sauce, qui est un podcast australien sur un spécialiste du marketing food. Il explique plein de bons conseils actionnables pour les restaurants. Et pareil, des inspirations étrangères, toujours. Surtout ce qui est très précis. Oui, parce que je pense que j'ai aussi plus de choix sur les podcasts anglophones. J'ai lu quelques livres d'inspiration. Donc, j'ai lu notamment le premier livre de Tim Ferriss sur la semaine de 4 heures. Lui, il prône comment faire un maximum de revenus en un minimum de temps et donc passer le reste de son temps à faire des choses qui te plaisent. Qui te plaisent et qui te rapportent pas forcément de l'argent, genre du yoga ou de la plongée. Donc, comment optimiser son temps, finalement? C'est ça. Il déconstruit tout le modèle qu'on a aujourd'hui. Et ça, j'ai trouvé que c'était un point de vue qui était intéressant. Après, j'ai lu The Subtle Art of Not Giving a Fuck d'un monsieur qui s'appelle Mark Manson et qui raconte que on a un quota de choses auxquelles on doit donner de l'importance. Tout le reste, il faut faire le ménage. On peut pas s'intéresser à tout.
pour absorber des émotions. Par exemple, dans mes amis, il y a une personne que j'adore, mais qui a un côté très négatif, etc., qui me plombe un peu. Bon, bah, cette personne, je vais décider d'utiliser un quota pour quand même la garder auprès de moi. Par contre, je déteste faire les courses. J'arrête de m'intéresser au fait de faire les courses parce que tous mes amis font les courses. Je vais me faire livrer. C'est terminé. Je passe à autre chose. Voilà, c'est un peu ça le concept. C'est assez drôle parce qu'il y a beaucoup d'humour noir. Et puis, j'ai lu aussi Girl Boss. C'est cette femme qui monte un site internet où elle vend des fringues vintage qui explosent. J'ai trouvé ça assez marrant. Moi, j'adore regarder des films ou lire des livres de femmes entrepreneurs ou écouter des podcasts de femmes entrepreneurs. Je pense parce que j'aime bien pouvoir m'identifier. Elle a osé, je peux le faire aussi. À l'inverse, j'aime bien que ça soit des vraies histoires. J'ai entendu des histoires merveilleuses. J'adorerais que ça se passe comme ça pour nous toutes, mais qui m'ont frustrée parce que il y a trop de storytelling. La plupart des cas d'entrepreneuriat, il faut frapper aux portes. J'ai écouté le podcast d'Ephéméra, qui est ton premier épisode. On voit bien que ton amie, elle va frapper aux portes. Elle va voir le directeur de l'Institut Paul Bocuse. Elle va voir des partenaires. Elle en parle à des gens autour d'elle, ce qui fait que par hasard, elle se retrouve à bosser avec son ancienne collègue, etc. Tout n'arrive pas par hasard. Malheureusement, en France, on aime raconter encore trop souvent que le côté ouais, c'était génial. Alors j'ai monté ma boîte, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et après, bam, j'avais une villa aux Bahamas. Ah ok. Et en fait, on raconte pas le côté où bah, il y a aussi des moments difficiles, mais qui sont précieux, hein, parce qu'on apprend énormément sur soi et on grandit énormément. Donc voilà, je trouve qu'on met pas assez en valeur la galère. Est-ce que du coup, je peux te demander de rebondir là-dessus par rapport à ton expérience personnelle? Est-ce qu'il y a des moments qui ont été difficiles dans tout ce que tu m'as raconté pour illustrer ce que tu viens de dire? Alors, des moments compliqués, j'en ai eu plein. Alors, dans la restauration, pour faire simple, mes moments difficiles, c'est quand je suis tombée sur un mauvais boss, un mauvais manager. On est tout le temps sur le terrain. C'est des métiers où les gens sont déjà assez... Donc, j'en ai eu plusieurs. C'est souvent le même schéma. Hein. Ce que je trouve très important, de tomber sur un mauvais manager, parce que du coup, quand on le devient, on fait très attention. Sur la vie d'entrepreneur, ce qui est dur, je trouve, c'est de garder confiance en soi et de dire on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, et de prendre... Être résilient. Ouais, et de prendre chaque petite chose positive pour une grande victoire. Moi, en tout cas, j'ai tendance à mettre la barre très haut. Et donc, en fait, quand il arrive un truc bien, je me dis oui, bon, bah oui. C'est pas encore terminé. Il faut toujours chercher plus loin. Bah, je vais prendre un exemple sans citer de marque, mais il y a une très belle marque prestigieuse qui nous a contactés. Ça veut dire qu'ils ont entendu parler de nous, ce qui est déjà exceptionnel parce qu'on est petit. Et c'est vraiment une très grosse marque qui a plusieurs établissements haut de gamme. Donc, ils sont très emballés par notre produit. On les rencontre, on fait les démonstrations produits. Ça fait 8 mois qu'on attend qu'il se passe quelque chose. Ça, c'est des choses qui sont difficiles parce qu'on se dit « Ouais, j'ai été contactée par la super marque, trop bien, ça va nous ouvrir plein de portes. » 7 mois plus tard, point zéro, ça n'avance pas, il faut les relancer, il faut trouver des façons sympathiques de reprendre contact sans être toujours dans le « alors, vous avez pris une décision ?» parce que c'est nul en relation client. Donc ça, c'est des choses qui sont difficiles parce que tu te dis est-ce que je dépense de l'énergie à continuer à garder une relation? Est-ce que je laisse tomber? Et ne surtout pas prendre ça comme un échec, je pense. Enfin... Ouais, et puis ça tombe très bien que tu dis ça parce que cette grosse marque qui nous a contactés à travers une personne a parlé de nous à un acteur du secteur qui est très connu, qui s'appelle Zen Chef. Et quand on s'est rencontrés avec Zen Chef sur ce qu'on peut faire ou pas ensemble, etc., étant donné qu'il avait déjà eu des sons de cloche de nous, de différentes personnes, ça nous a beaucoup aidé à avoir une bonne image auprès de Zen Chef sans qu'ils nous connaissent. Donc vraiment, il y a ce côté de on plante plein de graines, mais c'est du bambou, quoi. Ça pousse, faut pas être... Par contre, normalement, une fois que c'est sorti de terre, on croise les doigts. On croise les doigts pour toi aussi. Mais oui, c'est vraiment la ténacité. Garder le cap,
y croire, rester positif, surtout dans des moments comme on vit en ce moment, et se Bien sûr. dire que parce qu'on est des gens bien, enfin j'espère, qu'on nous perçoit comme ça, parce qu'on essaye vraiment de faire les choses à la loyale, d'apporter une vraie solution qui ne va pas faire de mal aux établissements, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont fait du mal aux établissements. Voilà, nous, on essaye vraiment de juste permettre, De les accompagner tout en les valorisant. voilà, on espère qu'un jour, toutes ces graines-là vont, Donner de magnifiques fleurs. c'est ça, de plus en plus. Mais on est déjà très chanceux, sans levée de fonds, on en est déjà là, et c'est une belle marque de confiance de beaucoup de partenaires. Donc on est déjà très heureux d'avoir relevé ce premier défi, d'avoir une boîte qui tourne et qui nous fait vivre. C'est vrai que c'est magnifique de pouvoir voir que vous êtes aussi ambitieux et que vous continuez à l'être. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi dans ton partage, c'est le fait que tu sois aussi admirative et ambitieuse. Ça me donne envie aussi de te poser la question pour terminer. Qu'est-ce que Ouais. signifie pour toi l'hospitality? Parce que finalement, ça fait partie entière de ton métier et de ta vie au Mmh. quotidien. Et comment tu as été aussi éduquée et de ton enfance. Que représente pour toi l'hospitality, qu'on utilise souvent en anglais, mais qui peut avoir beaucoup de sens en français? Tout à fait. Alors, que ce soit dans le monde de l'hôtellerie-restauration ou dans mon monde à moi, qui est, celui d'une entreprise tech, il a le même sens, comme quoi, hein, si on a des business différents, c'est pour moi similaire. Je dirais que pour moi, c'est le fait d'aller au-delà de ce qu'un client aurait pu espérer. C'est pas forcément, de faire des fontaines de champagne et de lui offrir des diamants pour qu'il soit très heureux. Non, c'est ce que tu disais tout à l'heure, même avec peu de moyens, de pouvoir offrir quelque chose de grand. C'est ça, c'est-à-dire, en tout cas, essayer, parce qu'on sait jamais vraiment ce que veulent les gens, mais je pense que si on écoute attentivement ses clients, déjà, on a fait une grande part du chemin. Et puis après, c'est de se creuser la tête, d'être dans une vraie démarche. Il faut réellement le faire pour de vrai. Les gens seront forcément sensibles à l'énergie qu'on met à vouloir dépasser leurs attentes et leurs besoins. Nous, par exemple, on y revient encore, mais ça passe notamment par tous les contenus qu'on fait. Les gens ne paient pas pour ça. Nos clients ne paient pas pour ça. Il y a des clients avec qui on fait des appels de conseils gratuits. Vraiment, on va en profondeur sur certains sujets et sur tout ce qu'on peut leur apporter. On leur donne tout ce qu'on sait, tout ce qui peut les aider, on leur donne. Bien sûr qu'on pourrait essayer de le commercialiser, mais nous, on vend autre chose. On vend notre produit. Et par contre, je pense que de les écouter, de les accompagner, de passer ce temps avec eux et d'essayer de leur apporter de la valeur, fait qu'ils auront envie d'utiliser notre outil, mais très longtemps, même si un autre équivalent sort. Et même s'il est moins cher, je dirais. Donc c'est le plaisir de faire plaisir, mais aussi dans le digital, comme on peut l'avoir en présentiel dans les hôtels, les restaurants. Prendre soin de ses clients dans le sens où aller au-delà de ce qu'ils avaient espéré. Nous, on a un produit qui est tel quel quand le client l'achète, mais en fonction de tous les retours qu'il va nous faire par rapport à ses besoins, ses attentes, etc., on va développer des nouvelles fonctionnalités qui sont souvent au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Et en fait, on se retrouve à sortir une fonctionnalité où ils nous disent oh, c'est génial. J'aurais jamais pensé que vous arriveriez à faire un truc comme ça pour répondre à ce besoin-là. On peut très bien le faire dans un hôtel avec d'autres astuces, ou dans un restaurant. Ou voilà, il y a plein de petites choses qui permettent aux clients de se sentir uniques, valorisés. Et de se dire ils sont vraiment super, ils sont allés au-delà de ce que j'espérais en termes de relations, en termes de produits, en termes de voilà. Donc pour moi, l'hospitality, c'est ça. Ouais. Écoute, je te remercie pour ces belles informations parce que c'était une très belle réponse. J'ai beaucoup aimé. J'ai bien pu comprendre quelle était ta vision finalement de tout ça et ça m'a beaucoup enrichi. Comme c'est quelque chose que toi tu fais au quotidien, de t'enrichir aussi et d'être très dynamique par rapport à tout ce qui t'entoure. Enfin, d'où tu es fière, j'imagine, parce que bravo pour tout ça. Merci. Booking Shake, c'est de très beaux projets et de très belles initiatives, je trouve. Donc je te remercie pour le temps que tu m'as consacré. Merci pour ce nouveau podcast Écoute, avec plaisir. que tu nous proposes. Avec grand plaisir. Et s'il y en a qui ont des questions et qui veulent
des informations complémentaires par rapport au contenu qui ont pu être sortis, etc., on est très facilement contactable. On sera toujours ravis de les entendre et de les aider si on peut les aider. Tout à fait. Et être curieux surtout. Voilà. C'est ça. Soyez curieux. Ça va être le mot de la fin. C'est ça. Merci beaucoup, Mathilde. Mathilde. Merci à toi, Clémence. À bientôt. Un grand merci pour être parvenu jusqu'ici. Si c'est le cas, c'est qu'à mon avis, l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant quelques étoiles sur iTunes. C'est une mini contribution gratuite de votre part qui permet grand développement au podcast. N'hésitez pas non plus à en parler massivement autour de vous. Pour vous tenir au courant de toute mon actualité, abonnez-vous sur Instagram @esprithospitality. À très bientôt!